Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. D'habitude, nous traitons des sujets politiques, économiques, même des sujets relatifs au tourisme. Mais aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre au sport. Mais il ne s'agit pas d'un jeu en particulier, mais il s'agit de sport en tant que politique sportif, si on peut le dire, en tant que discipline. Évidemment, le sport peut être pratiqué juste pour le plaisir, mais pour certains, il s'agit là d'une profession. Une profession qui a ses normes, qui a ses lois, qui a des disciplines qui doivent être inculquées aux spécialistes de manière à ce que les choses soient gérées, et je souligne gérées au mieux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Vincent Monnier, qui est directeur du Centre international d'études de sport en Suisse. Monsieur Vincent Monnier, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci de votre invitation. Donc, le Centre international pour les études sportives ou des études relatives au sport. En quoi consistent ces études? Alors déjà, peut-être un mot sur ce centre, si vous me permettez. C'est une fondation à but non lucratif qui a été créée il y a 30 ans. On fête notre 30e anniversaire cette année, par 4 membres fondateurs, la FIFA, l'État de Neuchâtel, la ville de Neuchâtel et l'Université de Neuchâtel, dans le but d'améliorer, comme vous l'avez déjà mentionné dans votre introduction, la qualité du management sportif, qui, il y a 30 ans, laissait à désirer, mais qui, de nos jours, même s'il y a eu des améliorations notables, laisse toujours à désirer. Donc notre but principal, c'est de former des managers qui soient capables de gérer de manière efficace et efficiente leur organisation sportive, que ce soit une petite association de rue ou au niveau le plus élevé, au niveau des fédérations internationales de sport. Et donc, comment formez-vous ces spécialistes? Alors, nous avons un programme de base qui consiste en 6 modules. Le management, avec par exemple la planification stratégique. Nous avons la finance, nous avons l'organisation d'événements sportifs, nous avons le droit, nous avons le marketing, le sponsoring et la communication, qui sont les 6 piliers fondamentaux, disons, pour gérer de manière adéquate son club ou sa ligue. Et cette formation dure pour combien de temps? Alors, nous avons des partenariats, nous avons fait 19 partenariats et nous laissons la liberté aux universités partenaires de choisir le format qui convient le mieux à leur public. Si je prends le cas de l'Égypte, on va inaugurer la 17e édition de ce programme demain avec l'Université du Caire. Si je prends le cas d'Égypte, le programme dure 5 mois, du mois de février à juin. Dans d'autres pays, ça peut être 8 ou 12 mois au maximum. On souhaite que le programme soit bouclé, entre guillemets, en 12 mois, parce que les gens ne peuvent pas forcément se projeter sur 1 année et demie ou sur 2 ans. Et alors, ce programme est enseigné au sein de quelle faculté? Pour quelle spécialité? En fait, là, ça dépend aussi des contacts que nous avons avec les universités. Dans certains pays, ce programme est inséré, ou bien plutôt est lié à la faculté de droit. Dans d'autres universités, ce sont des instituts ou des facultés liées au sport. Dans une 3e catégorie d'université, ça peut être, comme c'est le cas en Égypte, une faculté de commerce, business school. Ah, d'accord. Donc, c'est dans le cadre du business. Ça a été intégré et incorporé dans le cadre du commerce et du business. Oui, ici. Alors ça peut être, comme je dis, commerce ou bien faculté de droit ou faculté de sport. Mais effectivement, je dirais que le but principal, c'est de donner aux managers les connaissances de base du management sportif ou de rafraîchir les connaissances qu'ils ont peut-être acquis il y a 10, 15 ou 20 ans. Très bien. Vous avez, évidemment, c'est clair, les finances, tout ça, le sponsorship et autres, mais quand on parle de droit, le droit diffère d'un pays à l'autre. Comment généraliser ces notions? Alors, la particularité de ce programme, c'est que nous offrons des contenus standards, mais que les universités partenaires ont l'obligation de les adapter aux besoins
et aux réalités locales. Vous avez mentionné le droit et vous avez totalement raison. Il y a dans beaucoup de pays, ce n'est pas le cas de mon pays, la Suisse, où le droit sportif est minime, mais dans beaucoup de pays, le droit sportif est très important, il y a une très grande littérature. Donc les étudiants doivent intégrer les normes nationales en matière du droit du sport, sans oublier néanmoins certaines normes internationales qui feront sens dans leur gestion quotidienne d'une fédération sportive. C'est pour ça que l'Université du Caire a des spécialistes en droit du sport égyptien pour enseigner ce module aux étudiants locaux. Donc ça s'adapte selon les besoins de chaque pays, là où il y a des litiges ou des contrats. Ah oui, alors par exemple, on parle du module de droit, on parle de comment est organisé le sport, quelles sont les relations entre les différents niveaux du sport, que ce soit fédération internationale, continentale, nationale, les ligues, les clubs. On parle de tous les problèmes de contrats qu'il peut y avoir dans le sport, contrats de joueurs, mais aussi contrats commerciaux, contrats de sponsoring, contrats de télévision. Ça peut aussi être une réflexion sur les litiges dans le domaine du sport, avec le rôle par exemple du tribunal arbitral du sport. Ça peut être aussi une analyse ou une approche des menaces à l'intégrité du sport. On sait que maintenant, les paris sportifs peuvent être une menace à l'intégrité du sport, comme le dopage l'est depuis de nombreuses années. Donc, ce sont ces bases dans ces différents domaines que nous souhaitons que nos étudiants puissent acquérir dans le cadre de ce programme. Très bien. Pour revenir à l'Égypte et au ministère de la Jeunesse et du Sport, il faut dire que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Ashraf Sobhi, a participé à la 5e conférence annuelle de la culture arabe des sports tenue à la capitale du Qatar, Doha. Dr Sobhi a affirmé que le succès des athlètes ne dépendait pas uniquement de l'entraînement et du talent, mais exigeait un système de renforcement intégral sur les plans psychologiques et scientifiques. Voyons les détails dans ce compte rendu. Lors de sa participation à la 5e conférence annuelle de la culture arabe des sports, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ashraf Sobhi, a affirmé que le succès des athlètes ne dépendait pas uniquement de l'entraînement et du talent, mais exige un système de renforcement intégral sur les plans psychologiques et scientifiques. Le ministre a mis l'accent sur l'importance d'élaborer des programmes développés pour découvrir les cadres talentueux qui devront être encadrés depuis le plus jeune âge. Et de noter que cette conférence, tenue à la capitale du Qatar, Doha, sous le thème « La formation du champion olympique », intervient dans le cadre des efforts arabes communs destinés à renforcer la culture sportive. Les participants ont souligné le rôle crucial de la formation, du soutien et des soins aux athlètes, ainsi que le développement des infrastructures pour obtenir des résultats dans diverses disciplines sportives en utilisant les succès de l'équipe nationale de football du Maroc lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar comme modèle inspirant pour les nations arabes et africaines. La gestion du sport et la formation professionnelle de tous ceux qui travaillent dans ce domaine, de former les formateurs justement d'une manière très professionnelle. Et pour nous donner plus d'informations, encore une fois, nous avons le plaisir d'avoir au studio Monsieur Vincent Monnier, directeur du Centre international d'études sportives en Suisse. Monsieur Monnier, vous avez des accords et des jumelages avec combien de pays et d'universités? Alors, nous sommes actifs dans 19 pays, alors en Afrique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, au Moyen-Orient, en Europe et en Inde. Donc 19 pays avec qui nous organisons une fois par année notre programme international en management du sport. À votre avis, est-ce que les gens sont suffisamment sensibilisés vis-à-vis de cette discipline? Oui, je pense qu'il y a de plus en plus une demande dans ce domaine, et à mesure que l'industrie du sport, l'industrie, je dirais, le business du sport se développe,
dans le même rythme, nous avons des personnes ou des jeunes personnes qui souhaitent faire une carrière dans la gestion sportive. Alors soit au sein d'un club, soit acquérir une connaissance de ce qu'est l'environnement sportif pour travailler dans une entreprise active, dans une partie active dans le sport. Par exemple, une compagnie de vêtements sportifs qui souhaite sponsoriser des clubs engagerait un de nos étudiants qui aurait une connaissance déjà du milieu sportif et qui pourrait donc aider cette entreprise à pénétrer ce marché. Donc ça se fait dans ce sens-là. Donc à la fois on est ouvert à des personnes qui travaillent dans les organisations sportives, mais aussi à des gens qui travaillent de manière plus large dans l'industrie du sport, des entreprises qui sont liées de manière indirecte au marché, au business du football ou d'autres pratiques sportives. Mais le siège principal, c'est en Suisse. Alors, le siège principal est en Suisse, mais on est parti d'un principe de base. Ce n'est pas parce que nous sommes en Suisse et que nous sommes européens que nous souhaitons imposer des contenus détaillés ou des manières de faire aux pays dans lesquels nous sommes actifs. C'est pour ça que nous déléguons la responsabilité de l'enseignement à nos universités partenaires, dans le cas de l'Égypte, à l'Université du Caire. Ce sont elles qui adaptent, comme j'ai déjà dit, ces contenus aux besoins, aux nécessités du sport local, qui diffèrent d'un pays à l'autre, clairement. Donc on est obligé de laisser cette liberté pour ne pas donner des enseignements qui sont théoriques, mais qui, en définitive, ne serviraient pas la cause du sport dans le pays concerné. Est-ce que les adhérents de cette institution doivent forcément être des athlètes ? Non, pas du tout. Alors, cette formation est surtout destinée aux managers du sport. Donc, pas les gens qui sont forcément sur le terrain de jeu, mais des gens qui gèrent un club, une ligue, une association nationale ou parfois une petite association de rue qui fait un travail important dans la communauté. Mais il arrive effectivement que nous avons des athlètes à tous les niveaux qui souhaitent connaître davantage, non pas ce qui se passe sur le terrain, mais ce qui se passe en dehors du terrain, et peut-être ainsi se préparer à une reconversion professionnelle une fois que, pour les questions d'âge ou des problèmes de santé, ils devront délaisser un peu la pratique sportive. Ou de blessures, c'est très fréquent. Exactement. Oui. Donc on a ce genre ce type aussi d'étudiants, donc des athlètes ou d'anciens athlètes qui souhaitent préparer leur reconversion professionnelle. Est-ce que parmi les grands athlètes ou les athlètes de renommée, il y a des gens qui se sont orientés vers cette formation? Oui, on en a plusieurs. On a des champions du monde de football, on a des arbitres professionnels de football, on a des joueurs qui jouent au niveau de club. Dans quasiment tous les pays, on a des joueurs professionnels, mais au niveau de club, qui souhaitent aussi préparer leur reconversion professionnelle. Donc oui, on a vraiment tout l'éventail d'athlètes qui commencent à réfléchir qu'est-ce qui va se passer une fois que je devrais arrêter de jouer. Et je pense que c'est très bien qu'on puisse aussi répondre à leurs besoins. Est-ce que le côté psychologique ou la formation psychologique y est intégrée? Alors non, je vous dirais parce que on ne l'a encore pas mentionné, c'est un cours qui est limité dans le temps. Pourquoi limité dans le temps? Parce que beaucoup de personnes ne peuvent pas consacrer 500, 600, 700 heures d'études, à la fois parce qu'ils ont des activités professionnelles, des activités familiales, mais aussi pour des questions financières. Donc on leur offre vraiment les principes de base qui leur permettent ensuite de comprendre l'environnement dans lequel évolue le sport dans leur pays et aussi un petit peu au niveau international. Donc ça, c'est important. Donc ce qui fait qu'on ne peut pas proposer un nombre de thèmes sans fin. Alors on a écarté les aspects psychologiques ou les aspects nutritionnels. Néanmoins, on a tendance depuis quelques années à proposer à nos anciens étudiants des petits séminaires en ligne qui leur permettent d'acquérir certaines compétences de ce que j'appellerais des soft skills. Par exemple, l'année dernière, on a proposé des workshops, des ateliers sur la résilience. Comment identifier le moment où nous avons des problèmes psychologiques et comment y faire face de manière assez rapide.
Donc oui, on adresse ces problèmes, mais pas dans le, je dirais, pas dans l'enseignement central. Ce sont plutôt les enseignements périphériques. Des fois, on a l'impression de voir des joueurs, de bons joueurs sur le terrain, surtout en football. Et face au but, on dirait qu'ils ont une sensation de panique. Je ne sais pas si la pression du public joue et dans quelle mesure ils peuvent être formés de manière à avoir plus de sang-froid. Oui, alors ça, ce sont deux choses différentes parce que nous, en fait, je vous ai parlé qu'on éduquait les joueurs, mais ce sont les joueurs qui veulent ensuite se reconvertir en gestionnaires du sport. Nous n'abordons pas dans nos enseignements les aspects psychologiques d'athlète. Que fait l'athlète en cas de blessure? Que fait l'athlète en cas de défaite? Que fait l'athlète en cas de pression sur le terrain de jeu? Ça, ce sont des enseignements qui ne sont pas du tout intégrés à ce que notre oui, je comprends. Ce sont les administrateurs, mais justement, je vous ai posé la question. Oui. Je vous ai donné l'exemple parce qu'on souhaiterait que les administrateurs puissent former les athlètes par la suite. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment leur responsabilité, mais où vous avez totalement raison, il faut que l'administrateur soit conscient de ces problèmes pour qu'il puisse mettre, le cas échéant, à disposition des athlètes des contacts ou des entités internes qui permettent de traiter de ces problèmes, d'améliorer les athlètes dans ce genre de situation. Oui, tout à fait d'accord avec vous, il faut que ça se fasse. Mais le rôle que nous assignons, c'est de rendre attentifs les managers sportifs de ces problèmes pour qu'ensuite ils puissent être sensibles et proposer des outils pour y remédier au sein de leur organisation. Parfaitement. Et donc nous avons l'exemple d'une grande star, Mohamed Salah, qui continue d'écrire sa légende en Première Ligue, atteignant un nouveau jalon avec sa 5e saison à 20 buts ou plus dans le championnat anglais, actuellement avec 21 buts en 23 matchs. Cette saison 2024-2025, l'attaquant de Liverpool continue d'impressionner. Voyons les détails. Dans le match de la 23e journée de Première Ligue qui opposait Bournemouth à Liverpool samedi 1er février, la star égyptienne s'est illustrée avec un doublé grâce à des réalisations à la 30e minute sur penalty avec un but marqué aussi à la 75e minute du match. Bien que la saison ne soit pas encore terminée, il a déjà égalé cette performance remarquable qui fait de lui l'un des meilleurs buteurs du championnat. Mohamed Salah rejoint ainsi un cercle très fermé de joueurs et ont réalisé cet exploit à 5 reprises aux côtés d'icônes comme Alan Shearer, Sergio Aguero, Harry Kane et Thierry Henry. Au-delà de ses buts, Mohamed Salah est également décisif pour son équipe avec 13 passes décisives en 23 matchs cette saison, prouvant une nouvelle fois qu'il est un élément clé du jeu de Liverpool. Sa forme exceptionnelle à mi-saison envoie un message clair à ses rivaux en Première Ligue. Salah est plus que jamais dans la meilleure forme de sa carrière. Son influence sur le terrain est indéniable et l'Égyptien continue d'être l'un des meilleurs joueurs offensifs du monde, avec une capacité à marquer et à créer des occasions pour ses coéquipiers. En atteignant cette nouvelle étape dans sa carrière, Mohamed Salah se place parmi les plus grands de l'histoire de la Première Ligue et son impact sur le championnat ne faiblit pas. Avec de telles performances, Mohamed Salah aborde la Coupe d'Afrique des Nations 2025 avec un objectif clair, aider l'Égypte à retrouver sa gloire d'antan. La pression est sur ses épaules car l'Égypte, recordman avec 7 titres, cherche à renouer avec le succès après une longue période sans trophée continental. Alors donc, former une star, et comme l'a dit le ministre du Sport, le ministre égyptien du Sport, il s'agit d'un mode de vie, il s'agit pas seulement de talent et d'entraînement, mais c'est une grande formation, c'est un mode de vie. Pour revenir à mon invité, monsieur Vincent Monnier, qui est directeur du Centre international d'études sportives en Suisse,
Monsieur Mouni, justement, et d'une manière générale, pour qu'une star soit formée, c'est clair qu'il ne s'agit pas uniquement d'un talent ou mais il s'agit vraiment de toute une équipe, d'un travail cohérent. Vous avez dû réaliser quand même beaucoup de succès après plusieurs années. Alors, comment pouvez-vous mesurer le succès de votre institution? Alors, on la mesure, il y a différents paramètres. Premièrement, le succès pour nous, c'est de mesurer si les étudiants, dans un premier temps, sont contents avec la formation qu'on offre. Donc, systématiquement, après chaque module, après chaque conférence, on envoie des liens en ligne pour que les étudiants fassent une évaluation à la fois numéraire, mais aussi qualitative de nos enseignements. Ça nous permet à la fois de nous réjouir si les évaluations sont positives, mais aussi de corriger, ce qui est peut-être plus important, de corriger le tir au cas où il y a des aspects qui ne donnent pas entièrement satisfaction. Deuxième point, c'est de voir que, et on a des statistiques que l'on met régulièrement à jour, que près de 90% de nos étudiants, ou anciens étudiants, sont actifs dans le sport. Alors quand je dis actifs dans le sport, ça ne veut pas dire qu'ils ont un contrat professionnel à plein temps dans le sport, mais ils ont une activité dans le sport, ce qui veut dire que ça leur permet de réinvestir les connaissances qu'ils ont acquises avec nous dans leur organisation. Et ça c'est important. Donc 90% dans le sport, et parmi ces 90% dans le sport, environ 70% sont actifs dans le football. Et c'est aussi réjouissant de voir que certains de nos anciens étudiants maintenant travaillent pour des fédérations, des associations continentales comme la CAF, au Caire, ou comme d'autres institutions continentales, pour des fédérations internationales, la FIFA. Nous avons une dizaine d'étudiants ou plus, d'anciens étudiants qui ont suivi notre cours et qui sont parvenus à travailler pour la FIFA ou pour d'autres entités internationales, mais aussi les gens qui ont vu leur carrière modifiée, par exemple des gens qui ont été élus présidents de leur fédération nationale. C'est le cas par exemple en Espagne. Le nouveau président de la Fédération espagnole de football est un ancien étudiant de notre programme en Espagne. Le ministre des Sports du Qatar est un ancien étudiant de notre programme en Égypte. Le président de la Fédération de football d'Arabie Saoudite est un ancien étudiant de notre programme aux Émirats Arabes Unis. Donc oui, il y a aussi cette mobilité ascensionnelle pour certains de nos étudiants qui, grâce à ce diplôme, mais aussi grâce à leurs propres compétences, parviennent à s'imposer dans leur structure, dans leur sport. Est-ce qu'il y a un effort, si vous voulez, ou un travail d'adaptation que vous devez faire de manière à faire adapter les matières un petit peu selon les différents pays, les différentes cultures surtout? Oui, alors c'est ce que je disais, c'est que on n'approche pas les universités partenaires en leur disant voilà ce que vous devez faire et vous le faites à la virgule. Non. On leur donne, je dirais, une structure, un squelette, ce qu'on appelle des syllabus, avec des thématiques qu'ils doivent traiter, mais après ils sont libres de les traiter selon les intérêts locaux. Et comme vous mentionnez avant, selon, par exemple, en droit du sport, selon le droit national. Donc, nous n'imposons pas un enseignement à la virgule près. Donc, les universités sont libres d'adapter les enseignements et c'est beaucoup plus profitable que d'imposer des enseignements, je dirais, universels, qui seraient peut-être bénéfiques dans certains pays, mais absolument peu productifs dans d'autres pays. Qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir? Il doit y avoir quand même une évolution. Qu'est-ce que vous aimeriez y intégrer, y incorporer, d'après l'expérience que vous avez acquise durant les années précédentes? Alors je pense que l'intérêt, c'est de maintenir déjà la qualité. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons 19 partenariats. On peut augmenter à 20, 21, 22, mais le but ultime n'est pas de nous réjouir d'avoir 40 ou 45 partenariats
ce qui est un chiffre intéressant, mais qui peut-être se ferait au détriment de la qualité. Donc ça, c'est la première chose, qualité plus importante que quantité. Ensuite, ce qui est important à nos yeux, c'est d'être ouvert parce que le sport, comme le monde, évolue très rapidement. Et donc, des problèmes qui étaient importants il y a quelques années le sont moins aujourd'hui ou ont changé de visage. Donc, il faut pouvoir aussi s'adapter à ces changements rapides du sport. Et ça, c'est aussi le rôle des universités. C'est à elles aussi, aux enseignants des universités, de sentir ce qui se passe dans leur pays et d'adapter les enseignements aux nouvelles tendances, aux problèmes qui sont brûlants dans leur pays. Ce que nous offrons au niveau du CIS, je vous ai dit que les universités étaient en charge d'adapter les contenus à la réalité locale. Ce que nous offrons, ce sont des cycles de conférences chaque année, soit présentiels, soit en ligne, pour donner aux universités peut-être une approche un peu plus international, avec des experts internationaux. Et ceci plaît énormément aux étudiants aussi d'avoir non seulement l'approche nationale, qui est importante si on veut travailler dans le sport local, mais aussi peut-être des exemples, des best practices de ce qui se fait dans d'autres pays. Tout à fait. Et donc l'objectif, c'est de réussir, que ce soit de faire réussir les athlètes à travers les administrateurs et les spécialistes, les professionnels. Et donc une bonne nouvelle, avec 2 médailles, dont une d'or. L'Égypte a bien clôturé la Coupe du Monde junior d'escrime qui s'est déroulée du 31 janvier au 2 février à la nouvelle capitale administrative. Le point. L'hymne national a retenti dans la salle couverte du club Nedi à la nouvelle capitale administrative qui a accueilli du 31 janvier au 2 février la Coupe du Monde junior d'escrime épée hommes et dames, individuels et par équipe avec grand succès. Le bilan des Pharaons à cette Coupe du Monde était satisfaisant avec 2 médailles, une d'or pour l'équipe homme et une bronze en individuel femme décrochée par Farah Mahfouz. La médaille d'or a été obtenue par l'équipe homme par Youssef Chemel, Islam Oussama, Mahmoud Sayed et Fouad Gharib. L'Égypte a battu en finale les États-Unis sur le score 45-33 pour gagner l'or. Les jeunes pharaons ont réalisé un parcours exceptionnel à la compétition par équipe. Ils ont débuté la journée en battant l'équipe de l'Arabie Saoudite 45-28 en 8e de finale. Puis ils ont remporté leur match contre la Chine 45-25 en quart de finale. En demi-finale, l'Égypte a battu la Hongrie 45-38 avant de battre en finale les États-Unis pour monter sur le plus haut degré du podium. Nous sommes très heureux de remporter la médaille d'or de la Coupe du Monde du Caire parmi les fans égyptiens qui nous ont encouragés durant toute la compétition. Cette médaille a compensé notre mauvaise performance en individuel, déclare Mahmoud Sayed, capitaine de l'équipe égyptienne. Chez les dames, la jeune Farah Mahfouz était la surprise de cette Coupe du Monde en remportant la médaille de bronze en individuel dames. L'épéiste égyptienne a débuté son parcours en remportant 4 des 6 matchs au tour préliminaire pour se qualifier au tour principal. Au tour 128, elle a battu la brésilienne Laura Corella 15-12 avant de battre la française Anaëlle Doquet 13-12 au tour 64. Farah Mahfouz a continué son élan au 16e de finale en battant la Suisse Pauline Obi 15-14 au 8e de finale. Elle a battu la Hongroise Julia Rosas 15-14. Et dans le match décisif pour la médaille en quart de finale, elle a battu l'Italienne Giulia Paolis 15-13 pour confirmer la médaille de bronze avant de perdre son match en demi-finale contre la Hongroise Blanca Viragnaghi 6-15 qui a remporté la médaille d'or. De retour à mon invité, Monsieur Vincent Monnier, et on a juste quelques secondes avant de clôturer. Est-ce que parmi vos étudiants, il y en a qui ont eu des positions avancées ou des médailles dans des championnats quelconques? Mentionner médailles, oui, cette année, effectivement, une ancienne étudiante chilienne, Francesca Crovetto, a reçu l'or olympique à Paris en ball drop, ça veut dire en tir. Évidemment, on a fêté ça, on s'est réjoui de ces succès qui, petite partie de ce succès rejaillit sur notre programme, ce qui est très satisfaisant. Parfait. Et aussi, avant de clôturer, est-ce que vous offrez un master? Oui,
Depuis maintenant 25 ans, nous offrons un master en management du sport, le FIFA Master, et aussi réjouissant pour nous, ce master, dans les 15 dernières années, a presque chaque année été nommé meilleure formation en management du sport en Europe par la revue Sport Business. Parfait. Monsieur Vincent Monnier, vous êtes directeur du Centre international d'études de sport. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir sensibilisés davantage vis-à-vis de cette discipline importante, susceptible de donner plus d'ampleur au sport partout dans le monde et de dépister surtout les talents qui parfois sont complètement amortis, faute de gestion. Merci beaucoup de votre invitation, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Reste à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter une excellente fin de soirée, un excellent week-end et à la prochaine.